et bienvenue sur le 6e épisode du podcast Cap de Vivre. Le podcast où on discute, où on échange, puisque après tout, la science n'a jamais réussi à prouver qu'une discussion ne pouvait pas changer le monde. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Alt 236. Salut. Salut. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment chouette de t'avoir ici. Je suis très heureux d'être là aussi et puis de découvrir tes questions dont je me suis gardé la surprise et puis le concept du podcast est intéressant et je suis toujours partant pour partager mon parcours et échanger avec ceux des autres. Donc du coup, je suis très content d'être là. Trop bien. Est-ce que je peux te laisser te présenter au cas où quelqu'un ne sache pas qui tu es ? Ouais, carrément. Je m'appelle Quentin, mais j'ai un pseudonyme qui est Al236 et je préfère beaucoup plus exister sous cette appellation. Et c'est aussi le nom d'une chaîne YouTube que j'ai créée il y a 10 ans cette année. Là, en septembre, ça fera 10 ans. Oh. Ouais, et qui est, on va dire, pour le fil conducteur de toutes ces vidéos, parce que ça peut parfois donner l'impression de partir un peu dans tous les sens. Le point commun à tout ça, c'est quand même l'imaginaire, oui. Les artistes, les processus de création et tout ça plutôt orienté vers l'étrange, l'épouvante, le fantastique et un petit peu l'analyse des symboles, des structures, des souvenirs même. C'est souvent des parcours un petit peu de sensations, de découvertes, essayer de mettre des mots sur des sentiments un peu artistiques et tout. Et le tout sous le vocabulaire de l'exploration parce que j'aime avoir l'imaginaire comme un continent un peu virtuel, quoi, dans lequel en fait on peut vraiment s'enfoncer, faire des découvertes, aller loin du centre. Enfin, voilà, j'aime bien avoir cette notion un peu géographique et c'est comme ça que je décrirais ma chaîne, mais pour finir je fais aussi la musique des vidéos. Donc j'ai sorti des albums qui sont les musiques de la chaîne, mais aussi pour des BO de jeux vidéo, et j'ai écrit 3 ouvrages, un avec Maxwell sur l'esthétique des pochettes de métal, Maxwell qui est aussi youtubeur mais lui spécialisé dans le métal, Okay. et un autre sur les liminal space que j'ai écrit seul pour le coup. Qui est génial. Ah oui, tu l'as lu ? Oui, je l'ai à la maison. Trop bien. Il est Tu fais extraordinaire, plaisir. il est très inspirant. Ah, c'est cool. On en parlera peut-être si tu veux. Avec plaisir. Et j'ai aussi écrit un livre sur Berserk, enfin une analyse du manga Berserk que j'aime énormément, qui est paru chez Sœur d'édition. Et voilà. Ok. C'est très rigolo parce que ma deuxième question c'était, on te connaît principalement pour ta chaîne YouTube, comment tu la présenterais ? Donc je te remercie. Et voilà. C'est génial. Je vais me permettre de partir de mon expérience. Moi, la série de vidéos que j'ai découvert en premier sur ta chaîne, c'était celle sur le syndrome de Stendhal. D'accord. Et c'est celle qui m'a énormément touchée. J'ai trouvé que c'était... en tout cas, que tu arrivais à transmettre tout un tas d'émotions dans des choses qui ne sont pas censées être faites pour être jolies dans le sens habituel du terme. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Tu te souviens de laquelle c'est ou pas ? Principalement, alors je galère toujours à la prononcer, mais Beksinski, quelque chose comme ça. Non, c'est bien. Beksinski, moi je dis, mais tu me fais plaisir. Elle est un peu à part en plus des autres parce que, en 2 mots, c'est un peu des analyses entre guillemets transversales où j'essaie d'employer un vocabulaire pas empoulé, mais tu vois, assez imaginatif, un peu Lovecraftien. Parfois, tu vois, j'aime bien essayer d'emmener dans une aventure un peu sonore et tout. Mais celui-là, pour la petite histoire, Beksinski avait dit dans une interview que j'avais lue en préparant l'épisode qu'il détestait qu'on analyse ses œuvres. Il leur donnait pas de nom, il allait pas au vernissage, il était un peu ours, mais en même temps c'était plus moi je fais mes trucs et j'ai pas envie de rentrer dans le jeu académique et tout, donc quand tu dis ça et que tu t'apprêtes à écrire une vidéo un peu sur son univers, je me suis dit c'est quand même un peu dommage, tu vois, donc je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un autre moyen de transmettre tout ce que je trouve incroyable chez lui, mais d'une façon qui serait peut-être plus poétique. Donc j'ai vraiment écrit la vidéo en me disant que ça allait un peu laisser tout le monde froid parce que ouais, voilà, c'est un peu différent de ce que je faisais avant. Et puis que ça peut, si t'aimes pas le style et tout. Et en fait, c'est vraiment une des vidéos qu'on me cite le plus parce que je pense que beaucoup de gens ont découvert cet artiste formidable, tu vois, qui est malheureusement pas assez connu, pas beaucoup en France. Donc il y a plein de gens qui le connaissaient, mais vu les commentaires, il y a énormément de gens qui m'ont dit je découvre, voire même j'aimais pas trop la peinture, mais en fait, ça peut être incroyable. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce syndrome ? Parce que visiblement, il existe. C'est pas seulement le titre de ta playlist. C'est vraiment un syndrome qui est reconnu ? Alors, pour le coup,
je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, de ce que je me souviens de l'histoire, j'espère ne pas dire de bêtises, mais on me corrigera sinon. C'est Stendhal, l'écrivain, qui visite les offices à Florence. Donc les offices, qui est une sorte de musée qui comprend vraiment tout l'art florentin et puis italien, avec vraiment que des merveilles. Mais c'est un endroit qui est saturé, si tu veux, d'œuvres, quoi, et qui sont toutes, qui se disputent toutes de superbe et de majesté les unes les autres. Et du coup, il sort de là et il a une espèce de vertige, en fait, presque un malaise tellement il a vu de merveilles et que presque c'est trop, quoi. Donc le syndrome de Stendhal, en tout cas tel que moi j'ai voulu capturer, en tout cas ce que j'en avais compris, puis ça sonne hyper bien, tu vois, le syndrome de, dès que tu te mets syndrome, t'as l'impression que c'est un peu scientifique, médical, et Stendhal, bah, tu l'associes à un auteur, et donc à de la littérature, et en même temps l'origin story de ce nom, je trouve, est collé hyper bien au fait que vous allez rentrer dans un débordement d'œuvres et tout, et j'espère que vous ressentirez un vertige positif, mais quand même une espèce de vertige où tu fais waouh, c'est en fait je pensais pas, mais il y a trop de trucs. Ou c'est trop beau, enfin tu vois, il y a quelque chose de cet ordre là, quoi. Donc c'était l'idée, et puis j'avais mis la petite définition en début de vidéo, tu vois, pour tout à fait. Voilà, le vertige artistique, c'était un petit peu un des moteurs de la chaîne au début, ça l'est toujours, mais bon, voilà, je le dis plus forcément, mais Stendhal syndrome venait vraiment de cette idée là. Ok. Au-delà, on parlait de cette façon poétique que je trouve que tu as d'amener dans tes vidéos. Je trouve que tu as aussi ce don du mot juste. Et c'est quelque chose que je remarque à chaque fois. Quand on regarde les œuvres que tu peux présenter, on a une tendance à ressentir quelque chose et tu arrives à poser le mot sur le ressenti qui est en cours. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est hyper satisfaisant comme sensation. Ah, ça c'est cool. Je trouve ça génial. Au lieu de me demander pendant 20 minutes, mais qu'est-ce que ça m'a fait en fait, ce tableau-là ou cette œuvre-là, et ben toi t'arrives et paf, c'est ce mot-là en fait que ça me faisait ressentir. Ah, c'est chouette ça. Je trouve ça assez terrible. Parce que je rebondis 2 secondes là-dessus parce que c'est intéressant. Je t'en prie. Enfin, moi je pense que pour quand tu fais un peu du semi-essai comme ça, parce que tu vois, je pars dans un truc où je vais parler un peu de ce que je ressens, c'est ni universitaire, tu vois, j'ai pas un savoir particulier en art qui va faire que je vais vous apprendre la vie sur l'art, tu vois. Et puis même, je pense que dans une certaine mesure, l'art, bien sûr, il y a des techniques, il y a des courants, il y a une histoire, il y a des logiques, mais globalement, il a pas beaucoup de limites et d'interdits, ni de lois qui seraient immuables, qui feraient que, tu vois, chaque œuvre amène parfois sa propre approche, couleur, parfum, etc. Oui. Bref, du coup, c'est quelque chose qui est pas figé, et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans l'art comme, si tu veux, point névralgique de ma chaîne, quoi, sous toutes ses formes, parce que il offre la possibilité d'apporter son point de vue, sa perception, son ressenti, sans qu'on vienne le contrarier. Non pas que je veux pas être contrarié, mais c'est juste que j'aurais bien du mal à vulgariser l'art. C'est pas possible, c'est pas ce que je veux faire ni ne sais faire. Et ça voudrait dire quoi, faire de l'histoire de l'art. Il y a des gens qui l'ont fait mieux que moi. Enfin, tu vois, c'était pas vraiment mon truc. Moi, je voulais plutôt, je ressens des trucs, je suis sensible, tu vois, peut-être trop sensible, et du coup, il y a vraiment les œuvres me font des trucs, et même parfois quand elles sont bizarres, elles me font du bien. J'essaie de, alors même que on pourrait imaginer que ce soit l'inverse. Enfin, j'avais un rapport, en tout cas, aux arts qui me donnait envie d'exprimer mon ressenti et d'essayer c'est là où je veux en venir, de partager ce que tu ressens vraiment, sincèrement, honnêtement, mais essayer de faire en sorte que ça puisse, non pas être universel, parce que c'est même pas le but, mais que ça puisse toucher des gens qui ne sont pas toi, tu vois. Et c'est un vrai exercice, non pas que ça... Je suis pas là à chaque fois en train de me dire ça, mais en fait c'est devenu automatique. Et puis même c'est un truc, une petite tension un peu chiante, mais des fois tu te dis, bon, ça, est-ce que je le dis ? C'est un peu scolaire de dire ce que c'est, mais en vrai tout le monde sait pas ce que c'est. Enfin, là j'écrivais tout à l'heure sur le portrait de Dorian Gray, je me suis dit, bah ouais, moi je connais vaguement et tout, mais en vrai déjà je connais pas si bien que ça, donc j'aurais tout intérêt à aller me replonger dedans. Et deuxièmement, bah il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, qui pourraient se sentir un peu laissés sur le côté, de dire, ah ouais, bah je suis nul, je le connais pas, alors qu'apparemment faut le connaître. Enfin, tu vois, il y a tout plein de petites mécaniques comme ça qui font quand tu parles à des gens, et en même temps peut-être que tout le monde connaît le portrait de Dorian Gray et que ça les fait chier d'avoir un rappel pendant une minute, tu vois. Il y a cette tension, tu vois, entre je veux parler à tout le monde, et en même temps il faut que ça soit vraiment ce que je pense moi, et qu'en même temps ça soit invitant pour les gens qui peut-être vont découvrir ça, et qu'en même temps ça soit pas ennuyeux pour les gens qui peut-être connaissent déjà ce que tu es en train d'introduire, entre guillemets, avant d'amener ton propre propos. Et tu vois, ça c'est pas forcément évident. Et non, c'est un sacré équilibre à trouver, c'est clair. Et puis c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne, on parlait de la portée des choses, et de te dire, même si il y a que 5 personnes qui découvrent le portrait de Dorian Gray avec cette vidéo et qui savaient pas du tout, et qu'en fait c'est une super histoire, et ben c'est trop cool. Peut-être qu'une de ces personnes elle va écrire un roman dans 10 ans, et c'est ça qui l'aura impulsé à la littérature. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de gens qui ont découvert Bosch, enfin plein de gens, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont découvert Bosch par Berserk, parce tu vois, imagine, tu kiffes les mangas parce que c'est la culture que tu t'es fait, etc. Tes parents t'ont pas forcément emmené au musée, admettons. Enfin, tu vois, il y a 1000 façons de passer à côté de plein de trucs, tu vois.
bien sûr. C'est moi un truc que j'ai constaté avec les années, c'est que parfois, t'as des gens qui découvrent des œuvres avec ta chaîne et que ces œuvres, et non pas toi, mais ces œuvres vont un peu changer leur vie, tu vois, leur perception, leur attrait pour un médium, tu vois. Typiquement après Beksinski, il y a vraiment des gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient mis à la peinture et souvent il y avait la phrase, je pensais que c'était un truc de musée un peu poussiéreux et tout, ce qui n'est pas ce que je pense, mais tu vois, tu peux vite te sentir aussi, c'est pas humilié le terme que je veux dire, mais un peu rabaissé par le poids de l'histoire. Ouais. Exactement, et puis des choses doctes et académiques et de la culture avec un grand C, tu vois, dans tout ce que ça peut avoir un peu de divisant quand tu te sens exclu du jeu, tu vois. Pour les gens qui sont curieux, qui ont soif de culture et qui ont ça en eux, c'est facile de dire je connais pas quelque chose, c'est trop bien. Pour plein de gens qui vont voir ça un peu comme un marqueur social de différenciation, il faut surtout pas dire non, ne parlons pas d'art pour pas les faire sentir mal ou je sais pas quoi. C'est juste dire en fait tout le monde, c'est moi ce que je sens, tout le monde, quel que soit le bagage, l'histoire, l'éducation ou les chances qu'ils ont eu d'avoir ou non accès à l'art, si on considère que c'est une chance, tout le monde est apte à rentrer dans l'aventure. C'est juste réussir à ouvrir une porte qui va faire dire aux gens, mais en fait j'ai capté, ça m'émeut de ouf, en fait il n'y a pas besoin de plus que ça pour rentrer dans un tableau, tu vois, non pas que je veuille simplifier les choses, parce que c'est pas ça, mais il y a un vrai enjeu au passage de connaissances, et moi-même tous les jours il y a des trucs que je découvre par-ci ou par-là, par plein de médiums différents, qui concrètement vont faire que je vais bosser 3 mois dessus, et que ça va devenir un truc qui dans mes créations va se ressentir, parce qu'en fait ça m'a ouvert une porte. J'ai pas l'impression que t'essayes de simplifier, c'est justement que t'essayes de remettre à la bonne place justement l'art, tu vois, ou peu importe que tu connaisses les œuvres, que tu les connaisses pas, mais en tout cas t'es là pour les découvrir et t'es là pour voir qu'est-ce que ça vient créer chez toi. Ouais, et tout le monde y a droit, tu vois, et si moi je peux, dans ma façon dont je mets les choses en forme, faire en sorte que tout le monde se sente invité, voilà, c'est peut-être ça que j'essaie de dire, tu vois, quel que soit le bagage, la connaissance, l'expertise dans ce domaine, tu vois, qui peut souvent t'emmener dans moi j'emmène dans des trucs un peu dark, un peu bizarres et tout, donc c'est pas tout de suite que tu peux faire allez let's go, et je veux pas parler non plus qu'à un public de passionnés qui connaîtrait exactement tous les trucs que j'aime moi. Je veux aussi que des gens tombent là-dessus, tu vois, et se disent en fait c'est cool, tiens c'est marrant, je connaissais pas ce truc, attends je vais voir ce qu'il a fait d'autre, et puis tu te rends compte qu'en fait il y a un état d'esprit sur la façon de parler des choses et tout, et puis les gens dans les commentaires renvoient aussi vachement de positivité, non seulement envers moi mais aussi entre eux. En fait c'est un truc que j'ai remarqué vachement. Excellent. T'as des gens qui posent des questions, les autres leur répondent sur un détail dans la vidéo que j'ai pas plus développé que ça, tu vois, ou sur une œuvre que j'ai montrée, et les gens sont hyper mignons entre eux, et puis même parfois sur des trucs, excuse-moi je pense à ça, mais je t'en prie. j'ai posté une vidéo le soir du réveillon, et je m'y attendais un peu, mais je pensais pas, tu vois, je me suis dit peut-être que tout le monde fait pas la teuf, il y a peut-être même, tu vois, des gens qui sont, moi-même tu vois, je suis pas parti en teuf, mais il y a des gens pour qui c'est peut-être pas un moment pas fun, tu vois, parce que tout ce qui est réunion de famille, grande fête où tout le monde fait la teuf, en fait il y en a plein pour qui c'est, et donc je me suis dit ça peut être un tout petit truc dans la soirée de gens, ils se font cool, une vidéo de halte stylée, ça me fait une petite heure où je vais kiffer, enfin tu vois, juste comme ça quoi. Et en fait j'ai pas mesuré à quel point dans les commentaires il y avait des gens hyper touchants, bien plus que ce que je m'imaginais là-dessus, tu vois, des gens aussi seuls à qui ça fait du bien, ils se parlaient entre eux, il y avait du soutien entre les gens, enfin tu vois, génial. Enfin je veux pas tourner le truc en disant genre en mode j'apporte du bien aux gens, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que de fait moi si un soir je vais pas bien et qu'il y a des gens que j'adore suivre en vidéo qui font une vidéo, ça me fait du bien, tu vois, je kiffe, bien sûr. Trop bien, je vais me changer les idées, tu vois, et c'est juste pour te dire que tu peux être aussi assez vite confronté à des choses très touchantes qui sortent du super la vidéo, tu vois ce que je veux dire, ou j'ai pas aimé, enfin voilà, et c'est ça qui est aussi cool, c'est que même si YouTube est un truc un peu comme ça où de loin ça a l'air assez froid, du flux, des likes, des machins et tout, en vrai derrière c'est des gens qui sont dans leur chambre quelque part en France là ce soir-là et qui ont pris 5 minutes pour t'écrire un truc, tu vois, et qui ont regardé ce que t'as fait. En vrai moi je trouve qu'il y a un truc assez touchant là-dedans, voilà, sachant que je mets de moi dans mes vidéos à fond, tu vois, je parle que de trucs que j'aime ou qui me touchent, même si j'ai envie que ça marche et que ça fasse des vues, j'ai jamais fait un truc comme disant ça va cartonner, ou tu vois, c'est vraiment un truc à chaque fois j'ai peur que ça bide, tu vois, ou que les gens se désintéressent ou je sais pas quoi, donc tu vois, j'ai gardé malgré les 10 ans une espèce de candeur, tu vois, face au miracle que pour moi ça ait marché, parce que tu vois, on va sans doute parler un peu du parcours, mais voilà, moi c'est vraiment arrivé dans l'extrême limite de en fait ma vie va pouvoir ressembler à quelque chose, et je me bats pour que ça reste, enfin je suis bien conscient de ma chance ultime, parce que c'est pas parce que tu fais des choses bien que ça va marcher, j'en ai aussi conscience, tu vois, donc oui, donc en plus il y a un fort message derrière c'était la bonne idée quoi de le faire. Écoute, voilà, exactement. On va parler effectivement de ton parcours après, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Et juste un petit dernier mot, parce que j'ai vu que tu faisais une nouvelle série de vidéos qui sort sur Arte, c'est ça. Underscore.
Ouais, saison 2. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, savoir de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, bien sûr. En fait, là, il y a donc sur Arte vient de sortir la saison 2 de Underscore. On avait déjà fait une saison 1 de 5 épisodes chacune, les 2 séries. Et à la base, on pouvait, il y a 5, 6, 7 ans déjà, avoir des aides du CNC à l'écriture pour des appels à projets, etc. Ok. Et il y avait une boîte de prod qui m'a accompagné sur Underscore, qui s'appelle Pandora, qui m'avait dit, on aimerait bien faire un truc avec toi, est-ce que tu aurais une idée de projet à proposer? On essaie de voir avec le CNC si c'est pas marché, etc. pour essayer de financer un truc un peu plus ambitieux dans le sens avec du tournage, tu vois. Ok. Alors que moi, je suis vraiment voix off dans ma chambre avec des montages images, tu vois. Là, il y avait l'idée de peut-être faire quelque chose d'un peu plus ambitieux dans la réal, et puis voilà. Et donc Underscore à la base, c'était un petit peu se pencher sur les communautés, les tribus, les émergences du web, quoi, tout ce qui est un petit peu propre au web et qui est symbolique soit de formes esthétiques qu'on peut voir que là-bas, soit aussi de choses qui émergent du fait qu'on est dans une espèce d'interactivité ou de collectivité numérique. Ok. La saison 1, c'est sur les gifs animés, pourquoi est-ce que c'est une forme d'art un peu spéciale qui existe dans ce nouveau monde communicationnel. Il y en avait un sur les creepypasta, un autre sur les théories du complot, et tu vois, qui sont des choses qui sont vraiment nées ou entretenues ou qui circulent en tout cas dans cette nouvelle agora, tu vois, internet. Dans l'idée, c'est que une fois qu'on a eu l'aide du CNC, on a proposé à Arte, enfin la boîte de prod a proposé à Arte de rejoindre l'aventure pour un contenu chez eux, et donc ils ont aidé à financer la saison 1. Et pour la saison 2, ils nous ont proposé de rempiler, sauf que cette fois-ci, on a tout fait avec Unreal Engine, qui est un moteur de jeux vidéo, mais dans lequel tu peux faire placer des caméras, etc. aussi. Donc j'ai été modélisé en 3D, et après on a imaginé des modes de monstration d'images qui seraient, si tu veux, intégrés dans une espèce de diégèse, c'est-à-dire on voit un personnage, moi, se déplacer dans un lotissement, et ce lotissement représente Internet, un peu comme si chaque maison représentait une thématique différente. Ok. Et à chaque épisode, je rentre dans une nouvelle maison, et à l'intérieur de la maison, il se passe des choses étranges, parce que si tu veux, la maison, c'est presque un labyrinthe dans lequel il se passe bien plus de choses que ce que le contenant peut laisser entendre. Et voilà, donc et là, cette saison, il y en a un sur le fan art, il y en a un sur nos avatars en ligne, il y en a un sur les aesthetics, donc c'est un peu les esthétiques d'internet. Et il y en a un aussi sur TV Tropes, un site incroyable sur les motifs scénaristiques dans les œuvres et les films. Et le dernier, c'est sur l'IA générative. Pour en dire le plus grand mal, pour le coup, mais d'une façon artée, quoi. On a essayé de dire les choses un peu bien, mais en vrai, c'est quelque chose qui pour moi est assez catastrophique. Donc ça, c'est l'épisode peut-être le plus politique, actuel entre guillemets des 4, mais ils ont tous des réflexions un peu autour de ça. C'est assez proche de ce qui est fait sur la chaîne, sauf que c'est 20 minutes. C'est co-réalisé avec Gilles Stella, qui était un des membres du trio des émissions Crust et Chroma, des émissions incroyables sur le cinéma il y a 10 ans. C'était un peu parmi les pionniers du web, un peu en création de contenu comme ça, analytique et tout. Et Gilles, du coup, m'a rejoint pour des projets un peu comme ça de loin, et sur Underscore, on l'a fait ensemble. Du coup, il m'a apporté beaucoup, et là, on a bossé avec une formidable équipe en 3D, parce que c'était un énorme travail de faire tout ça, mais ça nous a permis de faire quelque chose de plus méta, de plus poétique, d'un peu étrange, et qui permet d'incarner aussi les mondes virtuels, ce qui est pas forcément facile. Donc il y a un truc un petit peu aussi surréaliste qu'on a essayé de faire. Maintenant, est-ce que c'est réussi? Ce sera à vous de juger, mais en tout cas, nous, on est hyper heureux de ce qu'on a pu essayer, tu vois. C'est prendre un risque aussi, tu vois, parce que j'aurais pu rester voix off et tout, ça leur aurait été, et même ça a été un peu dur à vendre comme concept, mais nous, on voulait, si on faisait une saison 2, qu'il y ait une part aussi de pas forcément refaire la même chose que la saison 1, mais essayer de faire un truc qui pourrait un peu sublimer l'expérience ou emmener dans un autre territoire, une autre façon de montrer les choses, etc. Trop bien. Dans la saison 1, tu vois, on avait fait des fenêtres d'ordi qui s'ouvraient comme ça, et on voulait pas refaire la même chose. Donc voilà, il y a eu l'idée de réfléchir un peu autrement, quoi. Excellent. Et ça se retrouve sur Arte actuellement? Ouais, mais tu peux... Alors j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai mis les 10 vidéos dans une playlist de ma chaîne qui s'appelle Underscore, donc tu peux le trouver aussi en fouillant sur ma chaîne. Excellent. On va parler un petit peu de ton parcours. Yes. J'ai farfouillé un petit peu dans le net pour essayer de trouver des choses sur toi, sur ton parcours, des choses qui étaient connues en tout cas. J'ai trouvé que tu avais fait des études de droit à la base. Ouais. Quelle idée. C'est assez drôle. À cette époque-là, tu penses que tu vas faire quoi de ta vie professionnelle quand tu commences ces études de droit? C'est dans quel but? En fait, je pense que c'est ce que je dis souvent, je suis un mal orienté entre guillemets, dans le sens où dans ma famille, le fait d'être artiste ou de faire même des études d'art,
c'est pas un truc qui est, bizarrement, c'est pas un truc qui est rentré en ligne de compte à un moment. Ok. Et je pense que pour mes parents, bon, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde, hein, c'est rien de grave, mais tu vois, mon père, il a été 3 fois au chômage dans des moments, des licenciements économiques, tu vois, avec des moments de vie assez durs, tu vois, mais comme ça arrivait à plein de parents et tout, mais je sais que ça avait été un peu une angoisse pour eux. On est 3 enfants, tu vois, ils voulaient tout faire pour nous, tu vois, les études et tout, il y avait quand même l'idée de faire un truc qui peut être un peu sécurisant, tu vois, je pense, pas forcément un métier qui rapporte, mais tu vois, faire des études pour pouvoir faire un truc plus tard et pas se retrouver en galère, tu vois. Oui, la stabilité, quoi. Bah ouais, moi je suis né en 80, donc tu vois, à 14 ans, ça a été Kurt Cobain, les cheveux longs, je veux faire du grunge, tu vois. Mais tout, oui. donc ils ont pas eu forcément le gamin idéal en mode yeah, je vais défoncer mes études, ça va être incroyable, tu vois, c'était plutôt bon. Et, tu vois, j'ai eu 11 de moyenne toute ma vie parce que fallait faire le minimum pour être un peu tranquille, mais j'avais pas vraiment envie d'en foutre plus que ça. Ok. Donc en fait, je pense que j'étais un profil créatif, mais pas qui a pas été entretenu ni orienté assez vite, quoi. Okay. Et du coup, au moment de rentrer, de passer le bac, quoi, ben c'était qu'est-ce que tu vas faire, mon fils? J'ai essayé de postuler à Dauphine, des trucs mais j'avais pas du tout envie de faire, tu vois. Mais j'étais en section ES, tu vois. Donc il fallait faire quoi? Tu vas faire de l'économie. Enfin, c'était vraiment. Même mes parents, c'était qu'est-ce que tu veux faire? Dis-nous ce que tu veux faire. Moi, je savais pas, tu vois. Je pense que j'aurais voulu créer, mais j'étais pas du tout dans ce contexte-là. Donc du coup, bah, il a fallu faire avec. Et en ça, le droit est quand même un peu arrivé comme bon. T'as pas besoin d'avoir un dossier. Tu peux t'inscrire à la fac. Le droit, c'est un beau métier. Ça peut être avocat ou je sais pas quoi, ou ça peut être un peu valorisant. Enfin, il y avait ce truc de aller, c'est le truc le moins pire que tu peux faire. Il y avait la fac de Nanterre pas loin. Et puis il y avait quand même pour moi un peu le côté. J'ai très vite déchanté, mais il y avait un peu ce truc peut-être défendre la veuve et l'orphelin en étant avocat. Oui. Ou alors protection artistique et culturelle, tout ça. Enfin, c'est des trucs, tu vois, qui me sont vaguement passés par la tête, mais au fond, c'était pas vraiment mon truc. Et ce qui a été dur pour mes parents, c'est que j'ai participé au concours de plaidoirie dans ma fac. Tu sais, c'est des espèces de faux procès que tu fais avec les étudiants en droit, où il y a vraiment une plaidoirie, un cas d'espèce, on te donne une affaire, quoi, en gros, et tu te bats d'abord contre des étudiants et des étudiantes de ta fac, où chacun défend soit l'accusation, soit la défense, et t'as un jury, tu vois. C'est des profs ou je sais pas quoi, et donc tu fais vraiment comme si t'étais dans un vrai procès, tu vois, avec des effets de manche et tout, machin. Et c'est des cas pratiques un peu rigolos ou bizarres, tu vois, pour que les défenses soient un petit peu créatives. Okay. Et donc au début, je fais ça en 2e année, et je gagne à Nanterre, parce qu'on était une dizaine, tu vois, j'arrive finaliste à Nanterre, je gagne, et du coup, quand tu gagnes à Nanterre, tu pars en concours national. Et là, tu rencontres les gagnants des autres facs, et sauf que là, tu vas plaider à la cour d'appel de Paris devant l'avocat de Papon, l'avocat de Dumas, tu vois, l'union des jeunes avocats. Ah oui. Bah en fait, ouais, ils font souvent ça, des concours d'éloquence pour, entre guillemets, repérer un peu, tu vois, soit des profils, pour avoir des stages, des machins, et puis ça donne un peu de compétition dans les facs, enfin, bref, tu vois. Et du coup, moi, j'arrive en finale nationale de ce truc-là, et mes parents, tu vois, ils se disent, purée, on a donné naissance à Perry Mason, tu vois. Et en fait, pas du tout, tu vois, je trouvais ça rigolo, tu vois, de dire des dingueries, tu vois, d'un air sérieux devant des gens en costard, tu vois. Ouais. Et surtout que j'ai très très vite déchanté non pas que le droit est pas quelque chose de beau et d'important et de riche, pas du tout, c'est pas du tout mon discours, au contraire. Mais c'est juste que c'était pas fait pour moi et que, tu vois, la vérité n'existe pas à l'échelle d'un procès, c'est bien plus compliqué. Enfin, tu vois, je me suis vraiment rendu compte que c'était un métier. Puis j'ai fait des stages avec des avocats un peu too much aussi, qui m'ont un peu pas forcément donné la meilleure image, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont géniaux et tout, tu vois. Mais bon, et en vrai, je me sentais pas d'être avocat, quoi. Il y avait un truc où je sais pas, j'adorais l'éloquence, j'adorais le fait de découvrir une affaire, les enquêtes que ça peut supposer, tu vois. Mais j'aurais voulu limite faire du pénal, tu vois. Même plus tard dans mon parcours, j'ai fait un peu de criminologie, mais on en reparlera si tu veux. Mais tu vois, il y avait un peu ce truc, les enquêtes, tout ça, c'est un truc qui vraiment me bottait de ouf. Mais voilà, dans le droit, je sentais que c'était pas ça. Donc j'avais un groupe de musique en parallèle, parce que depuis que j'ai eu 16 ans, tu vois, je composais des trucs de mon côté. Et puis bah du coup, j'ai eu un groupe, on a fait des maxi et tout ça. Et donc il y a eu l'idée de arrêter peut-être la fac pour essayer de percer dans la musique, tu vois. Lol. Et du coup, mes parents m'ont fait non, mais bon, d'accord, mais par contre, tu passes au moins ta licence, parce que quitte à faire n'importe quoi, faut au moins que tu aies un diplôme en poche, tu vois. Bon, mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer je les comprends, je leur en veux pas du tout, et puis vraiment, ils ont été ultra cool, ils m'ont repayé des études après, enfin, tu vois, c'est pas du tout une critique de mes parents, mais c'est des parents, tu sais, qui ont un grand échalas de 20 piges, là, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui a pas l'air trop con, mais qui se démerde pour rien réussir vraiment, enfin, tu vois. Ouais, et puis avec des inquiétudes de parents, quoi, qui se disent, voilà. Enfin, qu'il y a un truc pour l'avenir quand même qui tienne le coup. Exactement, tu vois. Ma maman était prof fonctionnaire, c'était un peu la sécurité de la famille, tu vois, et mon père il était dans le commerce, représentant, tu vois, dans des trucs vraiment, des histoires de taf. Bon, voilà, pas facile, quoi, tu vois. Ouais. Et c'était leur angoisse qui, tu peux pas t'empêcher, je ferais malheureusement sans doute pareil avec mes enfants, mais tu transmets tes angoisses à des gamins qui sont pas dans le même truc et qui, ça se trouve, ont peut-être envie de prendre une autre voie, mais tu calques forcément un peu ton ressenti, ton vécu. Enfin, je leur en veux pas, mais c'est comme ça, quoi. Donc j'ai mis très très longtemps, moi, à identifier, et c'est un peu en allant vers la musique que
j'ai quand même réalisé que c'était là que j'avais envie de faire des choses, mais je me rendais bien compte aussi à quel point les places étaient chères et que si tu veux, il suffit pas de dire je vais faire de la musique pour en vivre. Et donc du coup, au bout d'un an de musique, parce que je l'ai fait, sachant que j'ai redoublé ma licence, c'est ça qu'on ne sait pas, à cause d'une matière horrible qui s'appelle le droit des biens. C'est aussi chiant que ça en a l'air, je te rassure. Ça s'entend ou non. Ah ouais, purée, le droit des biens, quoi, tu vois, genre. Et du coup, donc, j'ai foiré à cause de ça. J'ai repiqué une année, tu vois, tout en faisant de la musique, mais pour avoir cette foutue licence, donc que j'ai eu en 4 ans. Okay. Et après ça, on a essayé de faire des concerts, des trucs, mais ça a pas marché, en tout cas suffisamment pour se professionnaliser, on va dire, tu vois. D'accord. Et après ça, là, je suis un peu revenu, ça a été de pair avec une rupture amoureuse, dont j'étais parti de chez moi, quoi. Du coup, il y a le truc de se retrouver plus de projets artistiques. J'ai arrêté la fac et c'est là où mes parents ont été très cool, c'est que je suis revenu vraiment chez eux en mode help, quoi. En fait, je sais pas quoi faire. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais ils m'ont dit, nous, on veut bien te repayer des études si t'arrêtes la musique. Cash. Ah oui. Mais non, quand je le dis comme ça, c'est pas ça. Ils ont dit. Mais tu t'y mets à fond, quoi. Aussi, je pense. Oui, voilà. Et moi, j'ai bien senti aussi que voilà. Et là, ça a été une autre déconvenue pour eux, puisque je leur ai fait, ok. Pas de souci, trop cool, merci les parents, mais moi je veux faire les beaux-arts. Ouais, donc déception, non pas déception parce que ma mère adore l'histoire de l'art, mais il y avait un peu de il commençait à aussi, je pense, à comprendre que j'étais un profil créatif, et que c'est quelque chose, tu vas pas mettre un carré dans un rond, tu vois, au bout d'un moment, et moi je leur ai expliqué que je préférais avoir peut-être une vie plus chiche, mais à faire ce que j'aime. Enfin, tu vois, puis ça a été des engueulades et des discutes de compréhension aussi, parce qu'ils ont été hyper cool, ils ont été là pour moi, voilà, je veux pas du tout. Mais voilà, c'est aussi intéressant, peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent, et moi j'ai des enfants aussi maintenant, et du coup forcément tu vois, tu revois les choses différemment. Et moi je sais que si j'ai un de mes enfants qui me dit je veux faire de l'art à 16 piges, je vais tout faire pour l'encourager. Et puis s'il foire à 18 ou à 20 et qu'il faut le ramasser à petite cuillère et le mettre en école de commerce, on le fera tous, il n'y a pas de souci, ou autre chose, tu vois. Mais moi, tu vois, de mon parcours et du fait que j'aurais tellement aimé qu'à 18 ans on me foute en école d'art, tu vois, j'aurais gagné 6 ans de ma vie. Alors je suis aussi un peu partisan du fait qu'il ne faut pas regretter son parcours, parce qu'on n'en serait pas là où on en est si on n'avait pas aussi fait des tours. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu aurais autant kiffé d'aller au Beaux-Arts après pas. Si tu n'avais pas vécu ça avant, quoi? Non, sans doute pas. J'aurais passé 6 ans de ma vie. Il y a quand même eu des moments où je disais putain, si seulement un jour je pouvais. Et j'étais dans autre chose, tu vois. C'est le droit, passer des partiels. Tu vois, c'était pas ce que je voulais faire. Donc ça en soi, ça peut être un peu pénible. Mais en vrai, pour la petite histoire, et je l'ai su après, mais ils m'ont pris aux Beaux-Arts parce que je venais de fac de droit. Ah oui. Alors j'avais, j'espère, un minimum de qualité dans ce que j'ai fait à mon oral et tout ça, et à la disserte pour rentrer. Mais la directrice du jury que j'ai vue l'année d'après m'a dit je me souviens de votre profil, blablabla. On comprenait pas trop ce que vous faisiez là, mais on se dit que ça pouvait être un profil intéressant dans une école d'art. Quelqu'un qui vient d'une licence de droit, tu vois, enfin, à la limite, pourquoi pas, tu vois, ça se défend de leur côté, mais c'était pas tant pour mes qualités artistiques, tu vois. Parce que j'avais fait un an de prépa, comme tout le monde, pour essayer de passer les concours, parce qu'il faut vraiment les préparer, c'est compliqué, les places sont chères. Moi, j'ai eu les Beaux-Arts de Paris, mais j'ai eu giga de la chance, quoi, tu vois. Tout ça pour dire que finalement, tu vois, heureusement que j'ai fait droit, parce que ça se trouve, j'aurais pas été pris si j'avais fait un truc classique. Donc en vrai, faut toujours essayer faut essayer de faire feu du bois que t'as dans les mains, même s'il te semble pas incroyable. Mais tu te rends compte avec les années que finalement, si j'avais pas fait ça, est-ce que j'aurais trouvé la motive de faire ça, est-ce que j'en aurais pas eu marre. Enfin, il y a des choses parfois où tu t'en as marre, tu vois. Moi je me souviens d'un moment, tous les étés je faisais des boulots, tu vois, pour essayer de faire un peu d'argent pour l'année ou des trucs comme ça. Et je me souviens d'un truc à Auchan, les 4 temps La Défense. Dans les vestiaires, il y avait un ascenseur pour redescendre en surface de vente, tu vois. Et il y avait un miroir en pied. Dessus, il y avait marqué en gros au-dessus du miroir, c'est ainsi que le client vous voit. Et tu vois, c'est trop con, mais ça fait partie de ce genre de petits moments dans l'univers où tu fais ok, je veux pas faire ça, quoi. Tu vois, je suis prêt à tout, je veux bien manger des pâtes, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Mais putain, on va faire autre chose que ça. Et gros respect aux gens qui le font, tu vois, c'est plutôt la boîte que je critique, pas le métier en soi. Tu vois, j'en ai refait encore après. Tu vois, être dans un contexte comme ça où tu sens que ça mange ton âme et que toi tu voudrais juste être à l'exact opposé de cet endroit-là, tu vois. Et puis ça se trouve, il y a des gens qui font des trucs et qui disent en fait, moi j'ai envie d'aller planter des légumes, et qui le font, tu vois. En vrai, ça peut aller dans tous les sens. Il n'y a pas de truc bien ou d'une direction. C'est ces petits moments-là où tu dis ok, putain, faut que je me batte peut-être 2 fois plus. Tu vois, moi ça a marché à 36 ans, tu vois. Avant, ça a été qu'est-ce qu'on va faire de toi, tu vois.
Ok. Et moi je me le disais un peu moi-même, tu vois. Alors moi je me battais, t'es dans ton truc, tu vois, tu fais ta vie, tu te convaincs de plein de choses. Mais pour les gens autour de toi, même ma copine avec qui je suis depuis 15 ans, tu vois, qui m'a vu vraiment quand je dormais sur le canapé d'un pote parce que j'étais arrivé au bout de cette logique de allez, sauf que t'as plus d'argent, tu vois, tu fais des petits tafs, mais ça suffit même plus. J'ai eu des moments un peu de bon, est-ce que tu fais pas fausse route, tu vois. Mais je me suis rendu compte que malgré tout, je me suis quand même accroché. Enfin, je constate que j'avais un truc au fond de moi qui, c'est le seul truc qui me rendait heureux vraiment, tu vois, heureux dans le sens, je suis à ma place. Complet. Alors. Juste un petit disclaimer, tu vois, je suis pour que tout le monde aille bien, mais je suis souvent un peu méfiant quand on parle de développement personnel, tu vois. Ok. Enfin, je me méfie des gens qui vont avoir des formules, qui vont t'expliquer qu'en 2 semaines, qu'après des gens veuillent ton bien, te conseillent, soient là pour toi, partagent leur expérience, ça je suis à fond pour. Et si on appelle ça du développement personnel, ok. Mais tu vois, quand je dis développement personnel, ce serait de dire qu'il y a des méthodes, ou que ouais, moi j'ai fait ça, alors vous le pouvez aussi. Non, je suis pour qu'on partage nos expériences et qu'il y a des gens chez qui ils avaient raisonné, chez d'autres pas. Voilà, il n'y a pas de formule magique. Complètement. Et tous les contextes sont différents, donc voilà. Tout ça pour te dire que je peux avoir des phrases parfois, tu vois, où ça a l'air d'être une belle phrase comme ça, mais en fait, dans la complexité des vies de chacun, ça peut prendre des années à en arriver là. C'est beaucoup de déconvenus, c'est plein de moments où tu chiales parce qu'en fait c'est trop dur et que tu te dis je sers à rien, puis le monde est merdique, et puis en fait les places sont trop chères. Tu vois, faut pas tomber dans l'aigreur, tu vois. Ouais, et puis trouver ce que tu veux dire, ce que tu veux amener. Qu'est-ce qui correspond à moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Dans quelle branche est-ce que je me vois bosser pendant 40 ans? Enfin, c'est pas rien, quoi. Non, et moi, je voudrais vraiment rajouter, c'est hyper important que, même si j'ai beaucoup bossé, que évidemment que sans doute les gens à qui il arrive des choses bien sont pas étrangers au fait que ça arrive, tu vois, mais malheureusement, la chance existe, et elle est impitoyable, et elle est arbitraire, et elle est pas juste. Et moi, j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai grave eu de la chance, et je me le suis dit tous les jours depuis que ça... Tu vois, il y a eu 1 an où, quand j'ai fait la chaîne au tout début, où j'avais 900 abonnés, ce qui est génial, tu vois. Mais moi, je partais un peu en mode, bon, est-ce que... allez, je me lance, j'essaie de vivre de ça. À 36 piges, avoir une chaîne sur la pop culture à 900 abonnés, tu vois, c'est cool, mais ça va rien générer du tout en termes d'avenir, de bouffer, tu vois, enfin... Ouais. Je mettais même pas de pub, enfin c'était cool de dire tiens, il y a des gens qui me suivent qui me disent allez, c'est cool, continue, mais c'est hyper différent de pouvoir dire allez, je vais être assez connu pour qu'on me propose d'écrire un livre, ou pour que je puisse sortir mes musiques, enfin tu vois, c'est ça, et puis que d'ouvrir un Tipeee et demander aux gens de me soutenir, tu vois, enfin ça a pris 1 an et demi, tu vois. Et dès l'instant où ça a marché, grâce aussi à Patrick Beau qui a partagé ma chaîne, à d'autres gens qui ont partagé à leur communauté alors que je leur avais rien demandé, tu vois, il y a aussi tu vois, ça déjà c'est pas toi qui choisis, il y a des gens qui choisissent de te mettre en avant et tout, donc tout ça c'est de la chance. Surtout je dis ça parce que j'ai vu pendant 10 ans des gens trop doués pas y arriver, et à l'inverse des gens dont moi j'estime pas le travail et où ça cartonne, tu vois. Il y a pas de loi, il y a pas de règles, la chance est malheureusement un facteur, et en plus de la chance, faut taffer comme un dingue. Et même les gens où tu trouves que leur contenu c'est de la merde, souvent ça taffe beaucoup derrière, alors peut-être pas eux mais d'autres. Il y a rien qui se fait facilement. Oui, bien sûr. Même quand ça a l'air facile, ça l'est pas tant que ça. Comment durer, enfin tu vois, il y a tout plein de problématiques qu'on voit pas forcément, mais qui font qu'en fait il y a pas de recette miracle, et il y a beaucoup d'injustices, tu vois. Il y a pas de il y a pas une mathématique de la réussite ou de la qualité, tu vois, de ratio qualité-réussite, ça c'est complètement faux. Oui, c'est presque se retrouver au bon endroit, au bon moment, avec le bon contenu, quoi, qui fait que là ça fonctionne. C'est presque un peu ça, quoi. Alors, je te cache pas qu'après, je pense qu'il y a un truc qui est vrai, c'est saisir sa chance, dans le sens où, moi, tu vois, le soir où Patrick Beau, il m'a partagé, je suis passé donc de 900 abonnés, le soir même, je suis arrivé à 5000 abonnés, tu vois. Wow. Ce qui est, tu vois, le gif avec le mindfuck, là, où tu vois les feux d'artifice autour de la tête, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré de manger, il y avait 99 plus notifications, et ce jour-là, je l'ai su plus tard, mais quelque part, ma vie, elle a changé, tu vois. Dans le sens où, là, j'ai eu la chance. Et alors là, je te cache pas que par contre, là, je bossais déjà beaucoup avant que ça marche, tu vois. Mais là, dès que ça a marché, j'ai bossé 2 fois plus en mode, ok, you have one shot, tu vois. T'as un tir possible. Donc, si tu veux bosser un moment de ta vie, peut-être que c'est maintenant. En tout cas, bosser dans le sens, essayer de mettre toutes les chances de ton côté, saisir là, cette fenêtre qui t'est donnée, et pas dire, allez, je vais mettre 6 mois à faire une vidéo qui va être moyenne. Tu dis, allez, j'essaie de faire la vidéo du siècle dans mon livre à moi, tu vois. Un truc qui me parle, où je vais essayer j'y vais à fond, tu vois. Je fais toutes les musiques. Enfin, tu vois, il y a eu vraiment ce truc de dire, ok, si on me donne une chance, alors là, bien sûr, tu bosses à fond. Mais même là, en ce moment sur YouTube, il y a plein de gens qui disent que les vues baissent, et c'est vrai, tu vois. Il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, ou l'algo, ou je sais pas quoi, mais là, tu vois, clairement, mes vidéos, elles font 2 fois moins de vues que ce qu'elles font d'habitude, là, tu vois. Ok. C'est pas cool, en soi, tu vois, j'aurais préféré que ça reste pareil, tu vois. Mais en vrai, c'est pas grave, parce que tu vois, j'ai passé 10 ans à me dire, c'est incroyable ce qui se passe, tu vois, c'est presque pas normal, que là, du coup, ça redevient déjà complètement ouf, tu vois. À chaque fois que je fais une vidéo, je me dis que ça peut potentiellement bider, et c'est très sincère, hein, tu vois, en mode, est-ce que les gens vont se lasser? Est-ce que je deviens pas la parodie de moi-même? Est-ce que
J'ai pas déjà dit ces choses-là sous une autre forme, tu vois. Moi, je suis perclus de doutes, tu vois. Et chaque truc qui marche, c'est un miracle en disant yes, purée, trop cool. Bon, ça, c'est pas là que ça va foirer. Bon, peut-être la prochaine. Et si un jour tu fais 10 fois moins, bah, tu vois, je me remets en question, j'essaie d'autres formats. Même, je récupère un peu une attitude un peu punk, de me dire, bon, bah, s'il y a moins de gens qui regardent, je peux peut-être faire des trucs un peu plus fous, puisque du coup, où je me lâche à essayer des trucs, tu vois, que peut-être j'aurais pas fait en me disant, attends, si ça marche tellement bien, c'est parce qu'ils aiment ce format-là, donc je continue. Tu peux être aussi un peu prisonnier, tu vois, des formats, clairement, tu vois. Et oui, bien sûr. Tout ça pour te dire que j'ai toujours gardé la tête froide sur le fait que c'est un peu une aberration, sachant que je fais un peu du contenu de niche, tu vois, c'est ce que je dis souvent, mais c'est pas des gros sujets fédérateurs. Il y a quelques œuvres, bon voilà, qui ont que des Dark Souls ou des trucs comme ça qu'on parle à pas mal de gens et tout, et qui ont bien marché, mais globalement, tu vois, la vidéo d'après, je peux parler de l'abstract horror, tu vois, ça parle pas forcément à grand monde, et c'est pas grave, tu vois, parce que moi, je veux faire ce qui, moi, m'excite, quoi, tu vois, et c'est ma boussole pour me dire, pour que ça fasse kiffer les gens, essaie déjà de te faire kiffer toi-même, tu vois, en tout cas de te dire, allez, je suis content de ce que je poste à ce moment-là. Puis tu vois, là, ça marche moins bien en ce moment, alors je me rassure un peu en disant que c'est le cas chez tout le monde, et puis quand bien même, c'est peut-être moi qui fatigue un peu, ou que les gens, tu vois, se lassent et tout, bah, moi, je le vois un peu comme une occasion de aller refaire ses preuves, tu vois, tenter des trucs, se mettre en danger, expérimenter, quoi, se faire kiffer. Mais ça m'a pris du temps d'avoir, non pas cette sagesse, parce que c'est pas à moi de le dire, et c'est pas ça que je ressens vraiment, c'est plutôt de réussir à garder un peu de recul, un peu savoir que tout ça, c'est sur des sables mouvants, et que c'est déjà incroyable tout ça, tu vois, que tant que moi il y aura quelques personnes en commentaire et qu'elles me diront c'est chambé, ça m'a trop donné envie de ci ou ça, enfin que je sentirai, tu vois, toujours de la positivité et des gens qui me disent des trucs très touchants, bah moi je continuerai, tu vois, et quel que soit quelque part le nombre de vues, quoi. Oui. Et en plus, tu vois, je fais pas de partenariat, donc ça dépend pas de ça non plus. C'est des gens qui me font des dons sur Tipeee, et tant que ça descendra pas dans une partie qui sera trop difficile à vivre, tu vois. Mais là, j'ai à peu près 900 € par mois. Okay. Bah, c'est très bien. J'ai une femme qui gagne bien sa vie, j'ai cette chance, donc je suis pas là pour faire de l'argent, tu vois, entre guillemets. Oui, c'est ça. Ça te donne de quoi vivre. J'essaie plutôt de durer, quoi. Oui. De durer dans le sens où faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Et oui. Parce que j'ai jamais été aussi heureux et à ma place que depuis que je fais ça, tu vois. Trop bien. Et je voudrais que ça continue le plus longtemps possible. Bah oui, tu m'étonnes. C'est tout ce qu'on te souhaite, je pense. Mais c'est très gentil. Et j'aimerais savoir comment est-ce que, au moment où tu crées ta chaîne, le jour où vraiment physiquement tu l'ouvres, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis? Parce que donc t'es parti en école de droit, ensuite t'as fait les beaux-arts, et d'un seul coup tu te dis je fous ça sur YouTube. Enfin, comment ça se passe? Non, alors c'est marrant, c'est un peu un concours de circonstances parce que je me suis pas dit tiens, je vais devenir youtubeur. C'est pas comme ça que ça s'est passé. En gros, avant d'ouvrir ma chaîne, faut quand même savoir que, alors j'étais très mauvais, mais ça faisait 5-6 ans qu'on faisait, j'avais fait des courts-métrages, on avait une petite boîte de films institutionnels avec un pote où on avait tourné aussi bien des mariages que des clips, que des trucs d'entreprise. Tu vois, j'avais déjà un peu ce truc quand même je savais monter, je savais enregistrer un peu une voix pour mettre par-dessus un truc, tu vois. Je faisais déjà depuis presque 10 ans de la MAO. Et avant, j'avais un groupe de rock et tout, donc tous ces trucs que j'ai développés dans la chaîne, comment dire, c'est des choses qui étaient en moi depuis longtemps, mais qui avaient jamais pris la forme de dire, tiens, si je mettais ça sous forme un peu éditoriale avec une chaîne et tout machin. Et très sincèrement, la première vidéo que j'ai postée, elle s'appelle Le meilleur des monstres. En fait, moi, je connaissais YouTube comme une plateforme où tu peux uploader des choses, si tu veux. Donc j'écoutais de la musique beaucoup sur YouTube. Mais je voyais bien qu'il y avait un peu de vulga déjà et tout, je regardais 2-3 trucs, mais à l'époque en 2016, tu te disais pas yes youtubeur, je vais tenter ma chance, tu vois, c'était vraiment des gens qui commençaient un peu à parler de trucs dont ils semblaient être un peu spécialistes, il y avait assez peu de gens en cinéma, enfin tu vois, donc au début, moi ce que je voyais un peu comme, parce que je cherchais à bouffer en fait, hein, tu vois, après j'ai eu les beaux-arts, mais j'ai eu 9 ans de traversée du désert, tu vois, entre 2009 et, non pas 9 ans, mais 2009 et 2016, 6-7 ans quoi, et du coup, là c'était des petits tafs, de l'intérim, tu vois, des projets de chambre, comme j'appelle ça, tu vois, des trucs qui vont révolutionner le monde, mais en fait tu t'arrêtes juste avant de l'envoyer parce que tu te dis que finalement t'es qu'une merde. C'était vraiment ça, moi, mon cycle de création, tu vois. Et du coup je me dis, alors attends, il y a peut-être un truc je cherchais des tafs dans un peu l'audiovisuel, tu vois, est-ce que je pouvais pas bosser dans la presse ou des trucs comme ça, et à l'époque il y avait ce qu'on appelle les pure players. En gros c'était des titres de presse notamment qui décidaient de Rue 89 c'est né comme ça, ou Mademoiselle, tu vois, c'était des espèces de titres qui passaient en ligne et qui créaient des contenus. Il y avait souvent tu vois, des formats courts avec un créateur ou une créatrice qui avait un concept et qui le faisait, c'était mis sur le site et c'était un peu un rendez-vous chaque semaine sur le site de Mademoiselle, retrouver machin sur le site de tel truc, enfin voilà, les sites avaient compris qu'il fallait maintenant passer en ligne et qu'il fallait aussi créer du contenu web,
Et donc du coup, je me suis dit, là, il y a peut-être une fenêtre. Et moi, j'ai fait cette vidéo pour envoyer à Mad Movies, qui est un magazine français de films d'horreur, en gros, et de fantastique, que je lisais depuis que j'étais gamin. Et je me suis dit, eux, ils ont un site, j'adore les films d'horreur, je sais monter, faire un peu de voix off et tout. Vas-y, je vais faire une espèce de vidéo, pas CV, tu vois, mais dire, voilà un peu le genre de truc que je pourrais raconter sur des monstres. J'ai essayé de communiquer mon énergie, et plutôt que d'envoyer un CV ou je sais pas quoi, je me suis dit, autant leur envoyer, tu vois, une vidéo en disant, voilà ce que je fais, voilà ce que je pourrais faire pour vous. Même concrètement, c'est pas voilà ce que je fais, voilà ce que je pourrais faire pour vous. Sauf que en le postant, enfin en fait, je crois que je sais plus comment ça se fait exactement, mais en gros, j'ose pas leur envoyer comme tout. Et je me dis, moi, je vais quand même ou je l'upload, tu vois, et je le partage juste à mes amis proches Facebook, tu vois, en disant un peu qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Mais c'était vraiment. Et puis j'avais trouvé ce nom quand même pour. Tu vois, j'allais pas mettre mon nom de famille et mon nom sur YouTube, je voulais trouver un truc plus stylé. Donc là, j'ai quand même un peu réfléchi, et c'est là que l'idée de HAL 236 est venue, qui à la base était censée être le raccourci clavier du symbole infini, mais à cause d'un micmac, d'un sombre micmac, ça donne aujourd'hui le Y avec un accent à l'espagnol. Donc voilà, il y a un lore caché, tu vois. Mais à la base, c'était dire infini dans le sens cette chaîne peut parler de tout, tu vois. Enfin, je voulais pas enfermer, si tu veux, la direction. Sans limite. Mais il y avait déjà, en fait, je l'ai pas envoyé, mais le lendemain où je décide de pas l'envoyer, je me dis, mais attends, il y a des gens qui postent leurs trucs. Finalement, c'est un mini docu ce que j'ai fait. Enfin, un mini docu, tu vois ce que je veux dire. C'est une espèce de format de 15 minutes qui parle de ma passion avec plein d'images. Je faisais des musiques, donc comme j'avais pas les droits des autres musiques, pardon, j'ai mis mes musiques presque en mode pour pas avoir de problème de droit plus qu'autre chose, tu vois. Donc c'est un peu un happy accident, tu vois. Et puis j'ai posté la première, et là en fait en la postant et en m'interrogeant sur la deuxième, je me suis dit mais purée, mais toutes les choses que je fais moyennement bien, une fois que je les réunis tous ensemble, enfin moyennement bien, je développe 2 secondes, c'est qu'en gros j'avais le sentiment, et peut-être que je me gourre, mais qu'en France on est quand même dans un pays plutôt lié à la spécialisation, c'est-à-dire t'as fait des études de ça, viens là, c'est que t'es le meilleur machin et tout, vous avez quelle expérience dans le montage pour venir monter chez nous, tu vois. Du coup j'étais prisonnier j'ai pas d'expérience, j'ai pas fait d'études de son pour dire je fais de la voix off, tu vois, ou j'ai pas fait des études qui sont proches de ce que j'aimerais faire, et j'ai pas le courage d'aller frapper à des portes de façon un peu outrecuidante, tu vois, en disant prenez-moi, je veux tout apprendre, tu vois, comme on raconte dans les livres, chose que limite j'aurais presque dû faire, tu vois. Finalement tout ça a fait que j'ai eu une espèce d'épiphanie en me disant voilà, non pas que ce soit génial quand tout est mis ensemble, mais au moins déjà ça me plaît, je m'éclate à le faire, et deuxièmement je sens que je pourrais m'améliorer là-dedans, m'améliorer dans le sens là ce que j'ai fait c'est un peu cheap, le son est dégueu, la voix est pas super bien, mais en m'entraînant, en travaillant le truc, je sens que ça pourrait être mieux que ça. Non pas que je cherchais le succès, mais je me suis dit ça peut peut-être être une voie pour aller essayer de me faire connaître un peu, peut-être que des gens vont repérer ce que je fais et dire tiens, ça dirait de faire ça chez nous. Et puis youtubeur, c'était tellement pas un truc répandu, une piste, tu vois, même un peu folle dans laquelle tu peux dire allez, je tente ça. C'était plus moi de dire il y a peut-être des choses qui vont sortir de ça, on va peut-être m'appeler ou me proposer des trucs, ou ça me fera des vidéos à montrer, j'ai un peu un CV en ligne plutôt que de rien faire et d'envoyer des Google Docs pas convaincants, autant créer des trucs. Donc c'est un peu parti comme ça. Et quand Patrick a partagé la chaîne, là je me suis dit waouh, en fait il suffirait qu'il y ait un peu plus de gens et qu'ils décident de me filer tous 1 ou 2 euros par mois, et je pourrais vivre de ça, tu vois. Je bossais dans un CDI à ce moment-là, dans un collège, et depuis 1 an et demi, et j'ai pu commencer à écrire mes premières vidéos en faisant chut aux enfants comme ça dans un CDI. C'était très très cool. Non, puis ils m'aimaient bien, j'étais cool et tout, mais tu vois, les gamins ils viennent pour lire, et toi t'es là en train de surveiller. Après t'avais des tâches liées au CDI, c'était cool, mais il y avait plein de moments de surveillance, si tu veux. Où là tu peux pas faire grand chose puisque les gamins sont en train de réviser ou de lire, et donc du coup moi j'en profitais pour écrire en scred avec une fenêtre prête à être réduite si jamais la directrice passait dans la salle. Mais il y a vraiment eu ce truc un peu de guérilla création, même quand j'étais à Monoprix, j'ai bossé à Monoprix pendant que j'étais au Beaux-Arts, et j'ai eu toute une série où je dessinais sur le carton que j'avais en face de moi à la caisse, pendant que les gens passaient leur carte bleue, il y avait 10 secondes, 15 secondes, et là je dessinais au bic bleu sur un carton gris ce que j'avais en face de moi, genre la bipeuse, tu vois, genre le fin fond de la tristesse, tu vois, mais en vrai même là je pouvais faire de l'art, tu vois. Même j'étais caddy boy dans ce même c'est Caddy Boy, c'est les gens qui ramassent les caddies dans un supermarché pour les remettre à l'entrée. Et donc j'ai commencé les Caddy Boy avant d'être caissier, tu vois, j'ai monté en grade de ouf. Et quand j'étais Caddy Boy, ça fera un bon nom de rappeur, ça, Caddy Boy, c'est pas mal. J'avoue, c'est vrai. Et du coup, j'avais remarqué que les gens laissaient les listes de courses chiffonnées quand ils avaient fini leur course. Et en fait j'avais commencé à les récolter, j'en avais genre 150, et j'en avais parfois de la même personne parce que c'était le même post-it, la même écriture, et du coup j'avais commencé à faire un mur, je voulais en faire une installation, j'en ai rien fait, tu vois, mais je voulais faire un mur avec des centaines de listes de courses, et tu vois tu pouvais savoir que
la personne, elle mettait sur sa liste de courses une carotte, une pomme de terre, donc tu sais que c'est quelqu'un de seul. Enfin, tu vois, il y avait aussi des trucs un peu comme ça où j'essayais de voir une poésie même dans le fin fond de la grande distribution. C'est génial. Et tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment un truc, pour le coup, le seul truc où je peux m'envoyer un peu des fleurs, c'est que depuis que j'ai touché une guitare à 16 ans, j'ai compris que j'avais envie de créer, que c'était nécessaire, que c'était vital pour moi, et que même si je devais en galérer, ce qui a été le cas pendant 10 ou 12 ans, la question se posait même pas en fait. Et je pense que beaucoup de gens qui caressent cette voie peuvent être découragés après la 10e déconvenue, de dire non, en fait c'est trop dur, etc. Et moi je dois dire que pour le coup, là, je m'envoie ces seules fleurs-là. C'est de dire j'ai le cuir solide, parce que même dans les moments les moins fun, tu vois, et les plus galériens de ma vie, j'ai jamais perdu l'espoir que un jour, de près ou de loin, je ferai un truc dans la création qui me plairait, où je pourrais sortir de moi ce qui avait besoin d'être sorti, tu vois. Oui, et pourtant ça n'a pas été, vu ce que tu en dis, ça ne s'est pas fait facilement non plus, quoi. Non, je suis un grand privilégié à plein de points, tu vois, donc je vais pas non plus jouer la carte Dickens, tu vois. Mais en fait, la vie de tout le monde est compliquée, à moins d'avoir peut-être des gens, tes parents, ils sont tous les deux dans le théâtre, et du coup, tu trouves peut-être un truc plus facile dans le théâtre. Peut-être, ce qui n'était pas mon cas. Mais en vrai, il y a plein d'autres trucs, tu vois, je suis un mec, il y a plein de trucs qui font que c'est plus facile que d'autres. Non, mais en vrai, faut en être conscient aussi, tu vois. C'est aussi un truc dont tu te rends compte quand tu travailles à côté d'autres gens, quand tu vois d'autres parcours dans un milieu qui est celui de la création. Rien que là, tu vois, il y a aussi des privilèges, tu vois. J'en suis bien conscient. Donc, je veux pas du tout donner l'image de quelqu'un qui aurait souffert et qui se serait fait tout seul ou je sais pas quoi. J'ai eu des parents qui ont été derrière moi. Enfin, tu vois. Oui. Faut quand même remettre l'église au milieu du village. Peu importe ton contexte de vie, il y a des moments où tu dis putain, je vais pas y arriver, je voudrais faire ça, c'est dur, machin et tout. Je veux quand même, si possible, aussi porter un tout petit peu de message d'espoir, de dire ouais, ça a mis 12 ans, mais parce que j'ai jamais lâché l'affaire, parce que j'ai essayé, et puis que je me suis mis en danger, j'ai essayé des trucs, et surtout que j'ai posté une vidéo sur internet, j'ai sorti un truc de ma chambre pour me mettre en danger, tu vois. C'est le seul regret que j'ai, c'est de me dire mais pourquoi j'ai pas osé aller me confronter plutôt à peut-être essayer des choses, tu vois. Et je me suis rendu compte d'un truc que je trouve profond pour le coup, dans le sens où moi, quand je l'ai réalisé, je me suis dit purée, en fait, j'avais très peur qu'on me dise c'est pas fait pour toi. Ok. Imagine, je sais pas, je vais voir quelqu'un que j'adore, je sais pas si j'avais voulu écrire des romans, je vais voir un romancier que j'adore à une dédicace et je dis voilà, je vais écrire des livres et tout. Et imagine, je sais pas, je lui envoie mon manuscrit, tu vois, et puis c'est quelqu'un que j'admire et il me répond bon, merci de me l'avoir envoyé, mais par contre, je vous en supplie, arrêtez l'écriture, c'est mauvais, tu vois. Non, mais je sais pas, j'en sais rien. Imagine, ou quelqu'un qui dit non, mais pour votre sécurité, vous lancez pas là-dedans, c'est un métier très dur. Enfin, tu vois. Et en fait, j'avais peur qu'on me dise en fait, tu suis une chimère, tu vois. Oui, et laissez-moi ma candeur, quoi, justement. Laissez-moi y croire. En fait, quoi. même l'inconscience d'y croire, tu vois. Et en fait, et je pense que si on avait terrassé avec des gens dont la vie m'aurait importé, tu vois, qui m'auraient dit non, mais laisse tomber, c'est faible, non, désolé, c'est sympa, mais non, ou je sais pas quoi, tu vois. Et j'avais tellement peur d'entendre ça que j'ai perdu, je pense, plusieurs années de ma vie, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'auraient dit mais c'est cool, en fait, faut se battre, va voir ci, va voir ça, essaye ci, essaye ça, tu vois, j'aurais sans doute gagné du temps. Mais il y a quand même ce truc où j'ai identifié bien plus tard que j'avais la peur qu'on me brise ce rêve, en fait. Ce rêve, je l'ai fait du coup un peu tout seul, pas forcément de la meilleure des façons, avec beaucoup de manque de confiance en soi, avec pas forcément de gens dans le milieu. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui ont retardé, mais malgré tout, il y a là cette lumière, enfin ce feu au fond de toi quand t'es fait pour faire un truc, tu vois. Je sais pas, je peux pas parler pour les autres. C'est pour ça que je te disais mon petit blabla sur le développement personnel. Je pense pas que je puisse dire à des gens quand on veut, on peut. Je pense que c'est plus compliqué que ça, tu vois, pour être tout à fait sincère. Bien sûr. Mais par contre, si vraiment après des années de, je sais pas comment dire, d'un aliment que tu détestes et que tu dis non, mais un jour je vais goûter un topinambour qui aura un bon goût, tu vois, et que tu t'obstines, peut-être qu'un jour tu tomberas tu vas finir par kiffer le topinambour. Mais c'est une façon de dire que si après même des déconvenus là où tous les gens que tu connais auraient lâché l'affaire, tu te rends compte que non, en fait c'est... Alors en même temps tu fais, c'est horrible parce que je veux pas forcément donner le conseil à des gens pour qui peut-être en fait ils vont toujours se heurter à un mur parce qu'il y a des choses que eux-mêmes ne voient pas. Ça existe aussi, tu vois, c'est hyper compliqué. Je veux pas du tout universaliser mon truc, mais en tout cas, alors que je suis passé 5 fois dans des gouffres de dépression dans ma vie, de tristesse, je suis un raté en fait, tu vois. C'est parce que là je te parle du point de vue de quelqu'un qui à son échelle a un petit peu réussi, tu vois, qui est hyper content de l'exposition que j'ai pu avoir, du fait que des gens me suivent et tout. C'est facile de donner des espèces de leçons rétrospectives de vie, c'est pas ça que je veux dire. Non, bien sûr. Ce que je veux juste dire, c'est que malgré ça, moi ça a marché à 36 ans, et je t'assure que quand t'essaies d'avoir une vie qui a 36 ans, t'as toujours un trouvé qui marche, qui convainc tes proches ou toi-même, et que tu gagnes pas de thunes. Il y a un moment où tu vois, le mur de la vie, il est là, il te dit t'as 36 ans, tu vois, et tu fais rien de ta vie. Enfin, tu fais rien qui marche, t'as des petits boulots différents, tu galères tous les mois, tu voudrais faire ci, des films, des machins, de la musique, tu t'en donnes pas les moyens au fond, puisque regarde, ça marche pas.
le down, entre guillemets, le bad trip que tu peux avoir dans ces moments-là, pour peu que tu te fasses larguer, pour peu qu'il y ait d'autres trucs de la vie où tu dis ouais en fait ça va pas du tout. Là tu peux vite te dire bon allez j'arrête, c'est trop dur. Et ben là il faut et c'est là que je parle un peu de feu sacré. Si malgré 5, 6, 7 fois comme ça où ça t'arrive, tu dis non c'est ça que je vais faire en fait, ça n'a pas entamé ce feu au fond de moi. Alors là peut-être tu peux te dire allez continue à te battre parce que ça a l'air d'être essentiel chez toi, ça a l'air d'être structurel. C'est pas juste un truc un espoir de jeunesse auquel il faut un peu se résoudre. Même moi tu vois, alors que j'estime que ça a marché, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai fait une croix tu vois, parce que non ça sera pas de cette village, j'ai 45 piges tu vois, il y a des choses tu vois c'est pas grave. Tu vois, dès que j'ai vu une nouvelle porte, un nouveau fil à tirer pour peut-être essayer d'aller vers la lumière que je recherchais, j'ai essayé tu vois. Dès qu'internet est arrivé, dès que les logiciels de montage sont arrivés, dès que j'ai pu télécharger Photoshop, je l'ai fait. Enfin tu vois, tout ce que le monde ou l'univers m'a tendu en disant tiens là il y aurait moyen de créer plus facilement ou d'avoir un truc et tout tu vois, et ben je l'ai fait tu vois, j'ai pas attendu que ça me tombe non plus tu vois, mais il faut être prêt à peut-être 10-12 ans de traverser du désert tu vois, où personne t'attend et il faut juste croire en toi tu vois. Et ça c'est pas simple. Ça en fait je me rends compte que j'ai réussi à faire ça et que je sais pas comment j'ai fait, je ne saurais pas donner la recette, mais que ça c'est énorme. Bah ouais. Et puis je pense que c'est pas de donner une leçon, c'est de dire juste dans un coin de notre tête on garde le fait que parfois ça marche, ça débouche sur quelque chose, que c'est pas impossible. Bah ouais. C'est pas sûr que ce soit possible, mais en tout cas c'est pas impossible. Il y a aussi cette idée de se battre et pas de pas juste rester dans le vœu pieux, ce qui m'est arrivé longtemps en disant ouais j'aimerais bien faire ça plus tard. Je voulais être tu vois Kurt Cobain, non, c'est un peu honteux de dire ça tu vois, mais quand j'ai tenu ma première guitare et que j'ai eu ce traumatisme de sa création et de ce que ça a réveillé en termes de rébellion, d'avoir le sentiment d'être compris, enfin c'est pathétique vu de loin, mais pas du tout. En vrai j'étais sûr que quand t'as 14 ans et que tu découvres Nirvana à l'époque où ça sort et que tu vois le monde il est comme il est, que toi t'es ado ça va pas et tout machin, et que tu découvres ce truc, moi ça a changé ma vie tu vois, vraiment concrètement ça a changé ma vie. J'ai fait de la guitare, j'ai découvert les Smashing, j'ai voulu avoir mon groupe et aujourd'hui tu vois j'ai fait 4 vinyles avec certes de la musique MAO et tout tu vois que je fais avec un ami maintenant, mais tu vois finalement la musique j'ai pu trouver ma voix dans la musique tu vois, et alors que j'ai dû faire face à des échecs, j'ai dû retourner chez mes parents en disant bon bah ok j'arrête la musique tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais comme quoi la vie trouve toujours un chemin à celui ou celle qui n'abandonne pas et en fait on a besoin pour vivre. Moi en fait très vite je me suis rendu compte que tout ce que j'ai essayé de chercher ailleurs ne me rendait pas heureux quoi. Tout te ramenait à ça. Ouais, je suis plus heureux dans un squat à faire ce truc là alors que c'est la giga galère et plutôt que de dire ouais je suis dans un petit taf pépère et bon c'est pas ce que je voulais faire mais en vrai je peux m'acheter des DVD et puis c'est cool, j'ai mon petit appart. En vrai il y a plein de fois où je me suis dit bon ce serait peut-être plus simple de se ranger un peu tu vois parce qu'il y a des moments de vache maigre, des moments où tu dis t'es tout seul et en fait est-ce que c'est pas de la merde ce que tu fais quand tu vois la petite voix intérieure, non mais c'est horrible mais quand t'es tout seul dans ton espèce de tunnel là, la petite voix du découragement qui vient ah ouais, elle est là et elle est là tout le temps quoi tu vois. Moi ça a marché, je me suis lancé il y a 10 ans, mais se lancer aujourd'hui à l'ère de TikTok, à l'ère des trends, des machins tu vois, alors là je serais totalement angoissé, je saurais même pas quoi faire, je suis même pas sûr que je me serais lancé là-dedans tu vois, j'aurais continué à créer mais ça aurait pris d'autres formes quoi. Puis c'est ça aussi tu vois, moi je faisais plein de choses, je voulais pas me résoudre à se dire tiens je vais écrire, ou dire je vais faire de la peinture, ou dire je vais faire de la musique, c'était je veux créer. Pour moi créer ça peut passer par plein de médiums différents quoi. Pour moi quelqu'un qui a envie de créer, si tu lui donnes quelque chose, il va se débrouiller pour apprendre un peu les technicités, mais il va plus ou moins réussir à s'exprimer, tu vois, que ce soit en musique, en poterie ou en dessin. Et moi, j'arrivais pas à me résoudre, tu vois. Et c'est aussi le fait que ça ait permis de mixer toutes ces choses qui, séparées, n'avaient pas vraiment de sens. Une fois ensemble, il y avait une espèce de cohérence. Et ça, c'est un truc aussi qui est intéressant à relever, je trouve, parce que je suis pas forcément parti dans bille en tête en disant, allez, je vais éditer un roman et tu vois, c'était un peu attends, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire un peu des voix, un peu de musique. Et tout ça, en fait, ça m'a appris à créer, à voir comment est-ce que les médiums se parlent entre eux. Enfin, tu vois, j'ai aussi fait un apprentissage un peu comme ça, alors que c'est pas du tout comme ça que j'aurais appris en école, tu vois, par exemple. Oui, un peu touche à tout, quoi. Ouais, aussi un peu pour encourager les gens à pas hésiter à avoir plusieurs cordes à leurs arcs tant qu'elles se répondent et que ça... Voilà, faut pas non plus partir bien en tête dans un truc, que ça se trouve, si tu veux écrire, c'est pas forcément des romans que tu veux faire, mais une autre forme d'écriture, tu vois ce que je veux dire, faut aussi un peu se trouver, et ça suppose par tester plein de choses, faut pas non plus devenir obtus sur un truc, faut être capable d'être un peu élastique, de se remettre un peu en question, de prendre les conseils quand ils viennent de gens où tu sens que c'est bienveillant et que c'est plus dur de faire une critique que de faire un compliment, donc faut aussi savoir les écouter, et aussi savoir quand il y a des gens qu'il faut absolument pas écouter, voire même en faire une source de motivation ou de revanche, tu vois. Parfois ça peut être assez positif de te prendre des gros murs un peu secs, pas cool, et de dire ouais bah vas-y tu verras tu verras, je vais y arriver quoi. Enfin c'est un peu shonen et tout, mais ça fait partie des choses qu'il faut activer quand t'es dans l'adversité. C'est une source de motivation.
Mais ouais, c'est une source comme une autre, tu vois. Il y a une chanson de Gonzalez qui s'appelle The Grudge, qui est typiquement là-dessus, tu vois, sur un peu la revanche de j'y arriverai, quoi, tu vois. D'accord. Tant que ça reste quelque chose tourné vers la création et une forme de positivité, tu vois, je trouve ça cool aussi d'être un peu piqué parfois et de se dire, bah, je vais me battre encore plus. Parce que c'est ça qui est cool aussi, en tout cas dans l'art, on ne fait que s'améliorer toute sa vie, quoi. Oui. Et j'avais même dit pendant très longtemps, le seul truc dont j'étais un peu fier vis-à-vis de la chaîne, c'était d'avoir posté la première vidéo. Et regarde, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec ton podcast, tu vois, le fait que tu postes le premier, t'as fait quasiment la chose la plus dure, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire te convaincre que oui, ta voix ou ta vision de ce podcast valait le coup d'exister, tu vois. Oui. Ça paraît rien comme ça, mais en vrai, c'est pas arrivé par hasard, tu l'as fait parce que c'était un besoin, tu l'as fait de cette façon-là, et en fait ça dit des choses de toi, et petit à petit, il y a des gens qui vont dire, ah bah tiens, oui, c'est elle qui fait ça, il écoute son podcast, ça parle de ça. Et en vrai, tout ça se fait assez naturellement, parce que tu vas avoir une ligne éditoriale, tu vas avoir les épisodes qui marchent bien, qui marchent pas, ceux qui t'ont plu, ceux qui t'ont moins plu, tu vas faire que parfaire ton œuvre, entre guillemets, et en fait, au fond, l'étape que plein de gens ne franchiront pas, bah, c'est de poster la première, en fait. Oui. C'est un peu comme un tatouage, tu vois. Souvent, moi, j'en ai deux, trois des tatouages, tu vois. L'argument des gens, c'est de dire, ouais, j'aimerais bien en faire un, mais ça reste toute la vie. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de répondre, mais justement, c'est ça qui est trop cool, c'est que ça reste toute la vie. Tu vas être obligé de trouver un truc où tu dis, ok, ça, jusqu'au jour où je vais mourir, je suis ok pour le regarder avec une forme de paix en disant, bah ouais, c'est aussi une partie de moi, tu vois. Oui. Peu importe la raison que tu mets derrière ton tatouage, mais justement, là, t'as fait ton tatouage créatif, t'as dit, je sors ce truc, ça reste. Faut pas prendre à la légère tout l'immense travail de vie, de choix, qui a fait que bah, t'as décidé de poster ce truc-là. Et tout ce que je te souhaite, c'est que ça cartonne et que un jour t'aies l'audience que tu mérites et que toi tu t'éclates à le faire encore plus. Mais je trouve ça trop bien que tu l'aies fait. Et c'est aussi pour ça une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, tu vois, de le faire, c'est qu'il y avait pas forcément beaucoup d'épisodes, que c'est un truc où tu lances, tu vois, ton format et tout. Et moi, ça c'est un truc que j'ai envie d'accompagner parce que je me retrouve là-dedans et que je suis presque encore plus enjaillé pour les gens de savoir qu'ils se lancent dans une aventure avec tout ce que ça va supposer, pour avoir été là et pour savoir où ça peut mener quand tu te bats et que tu y crois et que tu sors les choses de toi. Il y a aussi une forme d'espoir là-dedans, tu vois. Tu as de très bons mots, Alt. Ça fait du bien. Merci. Ouais, mais c'est parce qu'on parle ensemble et que j'essaie d'être positif, mais au quotidien, que les gens sachent, hein, je suis très déprimé souvent, je doute. Ah ouais, de ouf. Ah si. Mais j'ai réussi à faire taire un peu. Tu vois, je suis toujours angoissé à 2000. Je suis convaincu que ça va s'arrêter. Enfin, tu vois, c'est pas du tout moi dans le transat avec une pina colada en train de dire, mais qu'est-ce que c'est cool, le succès, tu vois, pas du tout. Mais okay. mais pour autant. Je suis hyper heureux au quotidien. Je sais pas si c'est tout à fait concevable d'être à la fois heureux et en même temps de souffrir beaucoup de plein d'angoisses et des choses. En fait, je suis heureux dans ce que je fais. J'échangerais ma vie avec n'importe quoi d'autre et pourtant je suis perclus d'angoisse, tu vois, de doute et tout. Donc les deux peuvent très bien cohabiter. Mais là, je me bats pour d'autres raisons. Je me bats pour que je puisse continuer le plus longtemps à faire ça, tu vois, parce que c'est vital pour moi et que j'ai enfin trouvé quelque chose qui m'anime, qui me donne envie de me lever le matin. Est-ce que, ça me vient comme ça en t'écoutant, est-ce que c'est une sensation d'avoir trouvé enfin ta place quelque part ? Ah ouais, ça te fait grave. En fait, je voyais deux axes de réussite dans la vie. Ok. De réussite dans le sens accomplissement, tu vois, pas du tout réussite par rapport aux autres ou pécuniaire, c'est juste accomplissement, le truc où tu dis ok, j'ai réussi ma vie, c'est quoi pour toi? Et je me suis rendu compte que les deux choses qui revenaient, c'est trouver la personne que t'aimes, enfin trouver quelqu'un que t'aimes, tu vois, avec qui tu peux échanger, le fait de vivre ensemble, de se dire je t'aime pour toujours, c'est toi, tu me fais du bien, je veux plus personne d'autre que toi. Enfin bon, j'ai des parents qui sont ensemble, je sais pas, c'était un peu la vision de la vie, tu vois, je voulais juste trouver quelqu'un avec qui je puisse être heureux, qui me comprenne, tu vois, juste partager l'amour, quoi, parce que ça avait l'air d'être un truc comme assez stylé, tu vois, de loin. Et l'autre, non pas réussir sa vie en mode je gagne tant de K euros, mais te dire là ce que je fais, j'ai pas envie d'être ailleurs. Et ça, je me dis si jamais j'arrive à aller au moins un, déjà ce serait cool. Mais là j'ai eu la chance il y a 15 ans de rencontrer ma femme et quand ma femme a rencontré, tu vois, elle a fait un pari sur l'avenir de ouf, tu vois, parce que vraiment j'étais tout en bas de l'échelle de séduction en termes, tu vois, de contexte de vie. On peut être charmant et aimable même quand t'es au fond du trou, c'est pas ça que je veux dire, mais tu vois, quand tu essaies de séduire quelqu'un et que tu dis ouais, je t'écris sur Facebook parce que je peux pas payer mon forfait et que tu dors chez un pote et tout, c'est pas forcément rassurant de te dire ah ouais super le mec, je sens que lui il va être indépendant, on va pouvoir tu vois. Et pour autant, elle a vu un mec, tu vois, qui était à fond, qui voulait créer, qui était, tu vois, elle s'est dit bon, lui, peu importe son contexte de vie, j'aime bien quand on est ensemble, il a l'air d'en vouloir, il est passionné, tu vois, enfin, c'est ça qu'elle a vu, tu vois. Et il y a vraiment eu des moments avant que ça marche, on est resté 6, 7, 8 ans ensemble avant qu'il y ait un début un peu de succès, tu vois, pour moi. Enfin, même, tu vois, de se dire pour tes proches, j'ai réussi dans un truc, bah, ça te fait trop du bien, non pas en termes de revanche, parce que je suis pas comme ça vis-à-vis de mes proches, mais dire, bah, voyez, ça valait le coup de croire en moi, il y a des gens qui ont l'air d'apprécier aussi, tu vois, on va pas se mentir, c'est aussi agréable d'avoir un tout petit peu de reconnaissance extérieure
extérieur pour, dans les contextes de vie un peu difficiles où t'as dû convaincre des gens que t'étais pas nul et tout machin, et que tu courais pas après des chimères. Voilà, j'ai perdu le fil d'où je partais exactement avec ça, mais... C'est pas grave, mais on va là où ça nous amène. C'est très bien. Exactement. Tu me disais que tu n'avais pas forcément d'actu en particulier à partager. Non, là justement, je suis de retour à fond sur la chaîne et je vais essayer de poster un peu plus souvent parce que j'en ai marre de laisser 6 mois entre chaque vidéo, c'est une souffrance. Et tu as déjà des petites idées, est-ce que tu peux en parler ou est-ce que tu veux garder ça secret sur ce qui va sortir ? J'ai lancé 2 formats que j'aime beaucoup, un qui s'appelle le Musée Infini, où je parle de 10 artistes, hommes et femmes, dans une espèce de musée un peu étrange que j'ai inventé. Donc ça, j'aimerais bien continuer, j'ai déjà la liste des 10 prochains artistes. Et j'ai aussi fait un format qui s'appelle archive.org, qui parle d'un site qui s'appelle archive.org, et où dedans, il y a des milliards de sources incroyables, créatives, bizarres, etc. Et ça, c'est un format qui me plaît beaucoup. Et puis, je vais peut-être bosser sur un Stendhal Syndrome bientôt, là, pour reprendre le format. Donc tu me prends pile poil à un moment où je viens de sortir une vidéo il y a 5 jours et où là je suis sur 5 scripts en disant lequel je commence, tu vois, et puis j'essaie de souffler aussi 2-3 jours pour pas réenchaîner tout de suite, pour laisser divaguer sur ce qui me fait vraiment envie, qu'est-ce que j'ai fait, enfin tu vois, ce serait cool d'aller vers quoi maintenant, enfin il faut aussi un petit peu parfois des réflexions, puis aussi consommer de l'art, enfin c'est le pire terme, expérimenter de l'art pendant un peu pour te remplir la tête de nouvelles choses et te dire tiens, ça c'est cool, découvrir des choses aussi, tu vois, je peux pas être sans arrêt dans l'analyse d'un truc que je connais, et que donc il y a aussi un peu de découverte, se tenir aussi un petit peu au courant de l'actualité artistique, voir quelques films, enfin c'est aussi un travail que j'essaie d'entretenir parce que il faut, il y a plein de choses géniales qui sortent en fait, et que j'ai pas forcément envie de louper et qui nourrissent ma réflexion sur des thématiques un peu en filigrane que j'ai dans la tête depuis parfois plusieurs années, puis tu sais il y a une œuvre qui sort et tu fais oh purée ce serait l'occasion géniale de parler de ça, et là hop ça fixe le sujet. Donc là je suis encore un tout petit peu dans le moment où là j'ai plusieurs portes ouvertes, je sais pas encore là, dans laquelle je vais m'engouffrer là pour le prochain mois, mais voilà il y a tout ça qui est plus ou moins en préva quoi. Petite anecdote rigolote, c'est que tu seras sur archive.org puisque toutes mes interviews y sont. Ah génial, ah c'est cool, ça je kiffe, trop bien, parfait. Non mais esprit libriste et tout, trop bien, on est pour. J'ai quelques petites questions un peu plus en marge que j'ai envie de te poser. Si tu le pouvais, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 15 ans ? Accroche-toi, ça va le faire. Trop bien. Accroche-toi, ça va le faire. Le dernier film, livre ou la dernière musique que tu as découvert et qui t'a transporté ? Moi, allez, on va dire un livre parce que c'est malheureusement le médium dont je parle le moins et où je suis le moins cultivé et tout. Mais moi, j'ai énormément aimé un auteur japonais qui s'appelle Uketsu, qui a sorti 2 livres récemment qui s'appellent Strange Pictures et l'autre s'appelle Strange House, je crois, ou Strange Houses, je sais plus exactement. Okay. Mais en tout cas, j'ai lu que le premier qui s'appelle Strange Pictures. Et c'est un roman un peu policier horreur qui tourne autour du dessin et où à l'intérieur du livre il y a aussi des dessins et mais qui sont rentrés dans la diégèse si tu veux. Okay. Et j'ai adoré. Et puis l'auteur est un peu étrange, il porte un masque, on sait pas quel est son vrai nom, c'est un artiste qui fait des films mais aussi des livres et tout, et donc il s'appelle Uketsu. Okay. Ça se lit assez vite, c'est pas un énorme pavé. Là il y a vraiment quelque chose de très original dans la forme et dans l'histoire qui est racontée, t'as des surprises formelles assez incroyables et tout, vraiment voilà, ça c'est ma petite découverte littérature. Ok. Si tu étais un moment de détente, qu'est-ce que tu serais ? Lire ou regarder quelque chose que j'adore ou une découverte, tu vois, vraiment être happé par un art ou un autre. Parce que sinon, je pourrais te dire, être au bord d'une piscine, au soleil, enfin, il y a aussi un peu de ça, tout ça peut éventuellement me détendre, mais c'est un peu triste, dans le sens où moi, si tu mets dans un truc comme ça, je vais penser à, attends, mais le prochain épisode, je pourrais écrire ça, attends, j'ai pas mon montage. Enfin, c'est-à-dire que même quand je suis autour d'une piscine l'été, j'ai les notes de mon téléphone, tu vois, et où je note des trucs, tiens, je pourrais faire tel truc. Et en fait, j'adore ça, c'est juste que la moulinette mentale ne s'arrête jamais, en fait, tu vois. Et que je vis à travers ça, et que c'est un peu dur de distinguer moments pénibles et moments de détente, puisque mon quotidien, c'est un peu bizarre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que moi ma détente c'est faire ce que j'aime et tout, et faire ce que j'aime c'est faire ce que je fais, et il y a un peu ce truc à l'inverse, ma femme pourra te le dire, c'est que parfois à la fin des vacances d'été je suis un peu impatient de revenir parce que ça me manque en fait, et que j'existe un peu à travers ça, et que ça c'est ma mécanique interne, tu vois, donc c'est plutôt ça le problème. Mais bon, en tout cas oui, ou sinon peut-être faire de la musique aussi avec faire de la musique, ça, composer, ça c'est incroyable, c'est le truc, une des choses que je préfère faire, je pense. Trop bien. Et ma toute dernière question, le mot de la fin, un mot de la langue française qui te vient dans la tête là, pas forcément le plus joli, pas forcément un qui a du sens, mais un mot que tu as envie de partager. C'est la solastalgie. Et la solastalgie,
c'est le sentiment de détresse ou d'angoisse ressenti par certains individus face aux transformations négatives subies par l'environnement. Et c'est notamment ce que tu peux ressentir si tu retournes, c'est dans ce contexte-là que je l'ai découvert, si tu retournes sur la maison de ton enfance après l'avoir quitté, tu vois, le quartier de ton enfance, et que tu te rends compte que, ouais, avec la pollution, tout est devenu un peu noir et tout machin. Et donc dans ces cas-là, tu ressens de la solastalgie. Le fait de voir que l'environnement se dégrade avec le temps et que ça agit sur la perception que tu avais d'un lieu et sur ta mélancolie. Et je trouvais le terme assez fascinant. C'est vrai, c'est très joli. Et c'est un mot qui compte triple en plus. Non, je rigole. Super. Un grand merci à toi d'avoir répondu à ces questions. C'était un très bon moment pour moi. Et à toi de m'avoir écouté partir en dérive, de plus savoir d'où j'étais parti. Mais tu sais, comme je parle pas souvent aux gens, du coup, quand on me fait la gentillesse de parler avec moi, j'avoue, ça déborde. Donc, pardon pour ça, mais merci de m'avoir écouté, c'était trop cool. Pour notre plus grand plaisir. C'est très très cool. Merci beaucoup et à très vite. Merci à toi, à bientôt.